Alors, ici, on arrive à un choix éthique qui est très, très important et très complexe. Vous voyez, actuellement, ce qu'on dit aux personnes quand elles sont harcelées, bien sûr dans la vie maritale, mais clairement, je parle un petit peu plus de coaching parce qu'on ne peut pas parler de tout de manière détaillée, mais dans l'entreprise, vous voyez, on va vous dire, si une personne est harcelée, il faut l'aider à partir. Et je suis d'accord, si une personne est broyée, vous n'allez pas la laisser là, qui continue à être broyée. Mais c'est vraiment un choix éthique à poser avec la personne, à travailler avec la personne. Si vous avez la capacité de pouvoir travailler en termes de stratégies relationnelles. C'est sûr que si vous ne connaissez pas des stratégies relationnelles, vous n'allez pas lui dire « restez-y et je vous soutiens » parce qu'elle va se faire massacrer. Mais si vous savez travailler au niveau des stratégies relationnelles et que vous pouvez permettre à cette personne, vous voyez, de dévisser des manières de sortir de là, c'est une aide extraordinaire. Pourquoi? Parce que moi, la moitié des personnes que je vois qui viennent pour un problème d'harcèlement sont dans les lieux où ils sont harcelés. L'autre moitié, ce sont des personnes qui viennent 1 an et demi, 2 ans, 3 ans après qu'ils ont quitté l'entreprise et leur capacité à pouvoir s'insérer ailleurs, elle devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que si vous avez dû partir parce que vous êtes harcelé, qui vous dit que dans la prochaine boîte, votre manager ne va pas vous harceler? Qui vous dit que même si vous allez tomber sur un manager extraordinaire, il ne va pas partir dans 6 mois parce qu'il est malade ou dans 3 ans parce qu'il y a la mobilité. Et donc, vous êtes toujours en train de vous dire, c'est la terreur, parce que si je retrouve quelqu'un qui est ne fût-ce qu'un peu harcelant, je suis fichu. Parce qu'en plus, vous voyez, le fait que les gens sont dans un stress post-traumatique, ce qui se passe, c'est que la moindre situation qui peut ressembler à de harcèlement, ça les rend malades. Il y a même des personnes qui ne veulent même plus après aller travailler, ou qui sont par exemple au chômage après, et qui mettent des mois à retrouver un travail, et en fait, elles n'en trouvent jamais, mais c'est que surtout, elles ne veulent pas parce qu'elles sont tellement terrorisées par l'idée d'aller travailler qu'elles ne préfèrent pas. Donc, c'est là où l'éthique, c'est est-ce qu'on va apprendre la personne à gérer cette situation et à la vivre autrement, donc avec des stratégies, ou alors est-ce qu'on la fait partir pour la mettre un petit peu comme en période de guerre, quoi. Imaginez qu'il y a certaines personnes, il faut les enlever du front pour pouvoir les soigner. Ou d'autres, on peut les laisser parce qu'elles sont équipées pour ça. Elles ont un gilet pare-balles, elles ont tout ce qu'il faut. Là, c'est vraiment à travailler, c'est délicat. Alors bien sûr, si la personne est dans un état complètement déchiqueté, je dirais, ce que je vais lui dire, c'est écoutez, on peut très bien travailler un problème d'harcèlement qui débute dans la prochaine boîte si le problème se pose. Vous venez tout de suite. Aussitôt qu'il y a un problème, c'est peut-être plus facile qu'aujourd'hui, que ce n'est plus possible. Parce que, comme vous l'avez entendu dans les témoignages qu'a donné Fabrice, je trouvais ça très intéressant, il peut y avoir énormément de situations dans lesquelles la personne qui est harcelée commence à être vue d'une manière bizarre par les restes des personnes. Et donc, il y a un moment que ça peut être trop difficile à la période où ils sont déprimés. Mais c'est une discussion à avoir, vous voyez. Et je pense que le fait de dire à la personne, ça peut vous arriver d'avoir peur de retrouver un harceleur, c'est intéressant. Et que vous ayez peur, c'est logique. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé les moyens d'y répondre. Mais il y a des moyens, ils ne sont pas évidents. Et parfois, on préfère ne pas les utiliser, on préfère partir. Et évidemment, j'essaie énormément de culpabiliser la personne en disant, et la plupart du temps, c'est absolument vrai, si j'étais à votre place, je foutrais le camp. Je ne resterai pas là. Mais est-ce que jusqu'où vous allez partir, mort de peur, complètement de mon lit en pensant que vous êtes mieux? Alors, petit exercice. Ce qu'on voulait vous demander, c'est de noter ce que vous avez déjà expérimenté ou observé comme tentative pour régler une situation d'harcèlement.
Et évidemment, des situations qui ne marchent pas. Si vous en avez qui ont bien marché, vous pouvez aussi en parler. Mais l'idée, c'est d'essayer de repérer, vous voyez, qu'est-ce qu'on essaye de dire ou de faire dans ce type de situation, les collègues, les RH, etc., et qui ne marche pas, pour qu'on puisse déjà partir de là et de savoir ce qu'il faut peut-être éviter. Moi, je peux déjà vous raconter, au début que je travaillais dans des situations, énormément de tentatives que j'avais faites. À l'époque, on n'en parlait presque pas de ça et je ne connaissais rien, et qui n'ont pas vraiment donné beaucoup de résultats dans un premier temps, parce qu'on a cherché plus loin, parce que les clients sont venus me mettre face au fait que ça n'allait pas et qu'on a dû chercher ailleurs, chercher autrement. Alors voilà, on vous laisse à deux, trois, quatre petites minutes. Qu'est-ce que vous avez déjà vu d'autres, observé ou entendu, qui sont 2, 3, 4, je ne vous demande pas à être exhaustif, choses que les gens disent ou essayent de faire pour résoudre ce problème et qui ne marchent pas et qui sont assez habituels. On les retrouve dans la littérature, ça semble logique, intéressant, c'est de dire dans quelle situation la personne que je vais trouver, elle se sent, elle, dans la puissance et pas dans l'impuissance. Dans quel sens le fait que la personne prenne du recul et fasse des forces pour pouvoir mettre en place des stratégies. C'est très bien, on se met comme les quarterbacks, vous voyez, dans le foot américain, on revient avec de nouvelles stratégies pour pouvoir entrer dedans. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, quand ils viennent vous voir en tant que coach, en tant que RH, ils sont assez épuisés. Effectivement, mais ce type d'action, ça demande qu'on aide la personne. Parce qu'on ne va pas porter cette plainte-là sans avoir construit le dossier. Exactement. Et la construction du dossier, c'est déjà une thérapie. Absolument, ouais, tout à fait. Parce que là, on écoute, ce qu'une personne n'a jamais écouté, si on travaille pour la constitution. Et il faut savoir à qui, dans quelles circonstances, dans quelle entreprise. Ça peut ne pas fonctionner du tout. C'est vraiment important et aggraver les choses. Alors, comment réagir face à la personne qui est harcelée? Le premier point que vous devez vous dire, c'est quel est le timing dans lequel je suis. Est-ce que c'est quelque chose qui débute aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore dans un démarrage où il y a encore, vous voyez, une sorte de relation qui est en train de se construire et qui va dans le mauvais sens, où la relation est extrêmement déjà forte, vous voyez, et où la personne est complètement anéantie aujourd'hui. Donc, elle ne peut même pas imaginer qu'elle va pouvoir faire face, vous voyez, à qui que ce soit. L'idée aussi, c'est quel est l'objectif. Posez-vous vraiment cette question, dans quel timing je suis et quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous voulons faire? Parce que ça aussi, vous voyez, le fait de dire, mais vous voulez arriver à quoi? C'est quelque chose qui reconstruit énormément la personne. On va vers quoi? Vous voulez partir, vous voulez quitter, vous voulez valoir vos droits, vous voulez récupérer l'essence de vous-même, vous voulez vous remettre en état pour pouvoir venir vous battre, vous voulez vous remettre en état pour pouvoir chercher un bon travail ailleurs, vous voyez, quel est l'objectif? Et puis, vraiment tenir compte de notre position, vous voyez. Ce n'est pas du tout la même réponse quand vous êtes patron, collègue, DRH, etc., que quand vous êtes dans la famille, psy, parents, amis, collègues, ou quand vous êtes psy, coach. Quand vous avez une personne qui vous dit, vous me dites à supporter ça. Je leur dis que je suis vraiment, vraiment impuissante pour pouvoir faire ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut supporter ça. Mais c'est très intéressant comme question, Nathalie, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes viennent vous dire ça. Comment faire pour que ça ne me fasse rien? Ou comment faire pour supporter? On a bien parlé du fait que les personnes vont parler de ce qu'elles vivent et les gens vont dire, mais c'est rien, mais c'est pas... Tout ne l'écoute pas, mais c'est rien, tu te prends la tête, un peu parano, etc. Donc, effectivement, ça, c'est déjà quelque chose de puissant. Donc, on va travailler sur 7 postulats thérapeutiques pour éviter les pires erreurs avec une personne harcelée. Donc, le premier, vous voyez, c'est de vous dire que la personne est coincée dans la relation. Ce n'est pas comme une personne qui est couchée sur la plage, qu'il y a un éléphant qui arrive et qu'il lui a cassé la jambe ou un bras. Ce n'est pas ça, vous voyez. La personne est coincée dans cette relation. C'est quoi l'erreur? Donc l'idée, c'est de croire que simplement la personne peut se dégager avec la volonté, vous voyez,
Donc, ce sont vraiment des postulats. Je ne peux pas vous donner des recettes comme ça n'aurait pas beaucoup de sens avec le peu de temps qu'on a travaillé. Mais dites-vous déjà, et dites à la personne, mais c'est une relation qui est coinçante, vous voyez. Ils sont entrés dans un cadre. Il y a une emprise qui s'est créée. Si tu ne réussis pas à faire ce que je te demande, tu es nul. Donc je vais essayer de faire 2 fois plus. Après, la personne est fragilisée, mais elle n'est pas faible. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'a pas une jambe cassée ou alors elle n'a pas une déficience. Ou elle n'a pas une incapacité à supporter, c'est que d'autres personnes plus costauds qu'elle pourraient supporter. C'est faux. Souvent, il y a des personnes qui viennent et qui se disent justement, moi je pourrais, c'est que j'y arrive pas moi, mais d'autres y arriveraient. Très souvent. Parce qu'on leur dit qu'elles sont nulles, qu'elles n'arrivent pas, que... Vous voyez, mais c'est pas elles. Elles ne sont pas faibles, elles sont fragilisées. L'autre chose qui est très importante de savoir, c'est que la personne, malgré qu'elle a l'impression d'être toute molle, etc., pas du tout. Elle est accrochée et elle est rigide. Elle continue à vouloir répondre au même niveau. Cette fois-ci, je vais lui montrer, je vais arriver plus tôt. Si vous regardez les livres d'Amélie Nothomb, c'est exactement ça. On lui demande de faire des photocopies les plus droites possibles, et elle les fait de plus en plus droites. Et elle passe des heures à essayer les millimètres, etc. Vous voyez, elle est accrochée, elle est rigide. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un peu le tai chi, mais le tai chi a une des techniques qui est fabuleuse, ça s'appelle la technique de l'homme ivre. Oui. En Kung Fu, il y a la même. Alors, je ne saurais pas les faire, en plus mon genou me fait mal. Mais l'idée, vous voyez, c'est que si quelqu'un vous pousse, vous partez comme ça, vous partez. Et vous êtes tellement que la personne ne peut pas vous prendre. Vous voyez, elle ne peut pas vous donner un coup et que vous volez jusque-là. Et vous êtes tellement molle. Et ça, c'est une des techniques que vous pouvez utiliser pour sortir du cadre. Alors, l'autre situation, c'est qu'évidemment, la personne elle a une grande souffrance. Et l'humiliation suprême vient du fait qu'elle a mis son ego là-dedans. C'est-à-dire que la personne s'identifie, par exemple, à son travail et non à la fonction qu'elle est en train d'occuper. Et quand la personne, en fait, critique, elle critique le travail qu'elle fait et non elle. Sauf qu'en général, dans la relation, il y a souvent, en tout cas, des responsables qui s'attaquent à la personne et non au travail qui est fait. Donc on dit que tu es nul, des choses comme ça. Et non pas ce que tu as fait ne correspond pas à mes critères, par exemple. Alors vous voyez, si ce n'est pas une relation qui est importante et vous n'êtes pas accroché, si vous venez, vous me dites, Teresa, t'es nulle, je dirais, ben oui, mais plein de fois, je suis complètement nulle. Dites l'école, tu devrais voir le nombre de fois que je fais des conneries. Vous voyez? Oui, par exemple, mais du moment que vous mettez votre ego parce que vous voulez absolument que cette personne, vous voyez, c'est un des points un peu plus loin. Vous avez besoin de l'estime, de la reconnaissance de cette personne, vous êtes foutu. Parce que vous mettez votre ego dedans. Ça, si vous allez dans les entreprises, vous verrez le nombre de fois où en fin d'année, les patrons disent « je vais t'évaluer » et ne disent pas « je vais évaluer ton travail ». La sémantique, oui, c'est très important. La sémantique dans l'entreprise, elle est complètement centrée sur l'évaluation de la personne et pas de son travail. Tout le temps. Exactement. Donc, il y a un grand champ qui est ouvert. Le champ sémantique, il faut travailler dessus tout le temps avec l'entreprise, sinon on se fait avoir. Donc, la personne, elle ne peut pas lâcher, vous voyez, elle est accrochée, mais elle ne peut pas lâcher, soit parce qu'elle a très très peur de quelque chose, et souvent, c'est plusieurs choses, vous voyez, son image, perdre son boulot, perdre tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, etc. Et elle se défend aussi de quelque chose qui n'est pas consolidé chez elle. Elle se défend tout le temps pour montrer qu'elle n'est pas fainéante. Elle veut, vous voyez, que cette image, elle ne s'est pas consolidée chez elle. Moi, je ne suis pas fainéante, et si quelqu'un me trouve fainéante. Il y a aussi ça. Ce n'est pas juste le fait de je vais perdre mon boulot si les gars n'est pas content. Il y a autre chose.